Bonjour à tous. Bonjour au rapporteur. No, si sente male? Bonjour à tous. Bonjour à nos rapporteurs. Bonjour aux organisateurs et aux personnes qui nous écoutent. Nous allons parler de Libye aujourd'hui, un thème important pour la violation des droits de l'homme, des droits civils et politiques, mais surtout des droits humains qui comprennent un petit peu tout cela. Et puis un thème important, à savoir aussi le thème de l'impunité. Aujourd'hui, nous allons donc parler de la Libye, un très beau pays, mais euh, avec le fléau des violences et des guerres. La population, au cours des dernières années, a subi des violations permanentes des droits, des massacres, des viols, des tortures, des violences vis-à-vis des migrants et de ceux qui sont en prison, presque toujours injustement. De la même manière, ce qui nous fait horreur, c'est l'impunité. Mais il y a une lumière, certainement au moins un espoir. C'est-à-dire qu'un parcours de paix a commencé qui, jusque il y a quelques mois, paraissait impossible. Il y a des signes positifs. On essaye de trouver une solution juste qui puisse mettre fin à ces guerres internes et aux guerres à l'extérieur. Aujourd'hui, nous allons parler de l'un des piliers indispensables pour une paix durable, pour mettre fin à l'impunité, mais aussi pour trouver les responsables de ces atrocités. Pas de paix sans justice, comme le récite le nom de l'association qui nous accueille aujourd'hui et que je remercie de tout cœur. En aucun pays du monde, il n'est possible de créer un climat d'équilibre, de bonne cohabitation sans assurer à la justice les responsables des atrocités. Certainement, l'institution de la commission d'enquête instituée par le Conseil des droits de l'homme est un pas important et nécessaire pour assurer à la justice ceux qui ont bafoué les droits et les devoirs. Donc, il est indispensable que toutes les parties impliquées reconnaissent la liberté totale d'enquête à la Commission. C'est l'un des points fondamentaux pour agir en vue d'une paix durable. En tant que rapporteur permanent de la Libye pour le Parlement européen, je suis également conscient du fait que le rôle de l'Union européenne, malgré la proximité historique et géographique, a été presque nul. L'égoïsme des États membres, malheureusement, a mis à mal tout effort qui avait l'objectif de donner une contribution à la paix en Libye. Certainement, je suis sûre qu'il y aura un tournant et maintenant en Europe pour mettre au même niveau la solidarité et l'état de droit, donc le respect des droits et le respect des devoirs. La justice n'est pas un concept abstrait, mais c'est l'âme qui imprègne tout aspect de la vie. Il faut faire tout ce que nous pouvons pour empêcher que les victimes auxquelles on a nié tous les droits, y compris souvent le droit même à la vie, soient privées aussi du droit à la vérité et à la justice. Voilà donc, je remercie vraiment les intervenants. Je demande aux intervenants de garder leurs interventions dans les 7 minutes. Et il y a une proposition, c'est une proposition qui devrait être maintenue. Et je suis honorée et heureux de donner la bienvenue à
l'ancien ministre de la Justice du Maroc, Mohamed Ajouar, chef de la mission indépendante d'établissement des faits. Il a été représentant permanent du Royaume du Maroc à Genève et à l'organisation internationale. Monsieur le Président, vous avez la parole. Merci. الأمم المتحدة. وفي هذا الصدد يسعدني أن أرى أن معالي الدكتور ناصر فرج مغيثة ممثل وزارة العدل ليبيا ينضم إلى هذا الحدث. في هذا الصدد أود أن أبرز الأهمية الكبيرة التي توليها بعثة تقصي الحقائق للدعم الكامل الذي تقدمه الحكومة الليبية لهذه الولاية. إننا نقدر استعداد الحكومة الليبية للمشاركة والتعاون مع بعثة تقصي الحقائق، ونتطلع إلى إقامة علاقات بناءة مع السلطات في تنفيذ هذا التفويض. سيد رئيس، إن التفويض الممنوح لبعثة تقصي الحقائق هذه مهم من حيث نطاقه، على اعتبار أن القرار يدعو بعثة تقصي الحقائق إلى إثبات الحقائق والظروف الخاصة بحالة حقوق الإنسان في جميع أنحاء ليبيا، وجمع ومراجعة المعلومات ذات الصلة لتوثيق الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من قبل جميع الأطراف في ليبيا منذ 2016.
بما في ذلك أي أبعاد جنسانية لمثل هذه الانتهاكات والتجاوزات. كما يؤكد القرار بوضوح على أهمية منع الإفلات من العقاب وضمان المساءلة، لأنه يمنح الولاية أيضا للحفاظ على الأدلة بهدف ضمان محاسبة مرتكب أي انتهاكات أو تجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. لذلك فإن المساءلة عنصر أساسي في ولايتنا. حقيقة أن نطاق ولايتنا واسع يمنح بمقتضاه لبعثة تقصي الحقائق المرونة اللازمة لتحديد وتوثيق مجموعة الانتهاكات والتجاوزات المزعومة، بما في ذلك الانتهاكات التي تستهدف النساء والأطفال أو تؤثر عليهم بشكل خاص. إن بعض القضايا بما في ذلك عمليات القتل المزعومة خارج القانون والاختفاء القسري والتعذيب والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي وأوضاع المهاجرين والمدافعين عن حقوق الإنسان مذكورة في نص القرار وبرزت كمجالات تركيز مهمة لهذه الغاية. وخلال المدة القصيرة التي باشرنا فيها عملنا قمنا بتجميع قدر كبير من المعلومات ذات الصلة بولايتنا من مصادر مختلفة وستساعدنا على تحديد أولويات عملنا التحقيقي. أصحاب السعادة، مع بداية المباشرة لعملنا قمنا بذلك في سياق العديد من التحديات العملية. أول عقبة واجهناها تأخير تبني القرار بسبب جائحة كورونا، مما حدد فترة ولاية بعثة التقصي المحددة في الأصل لمدة 12 شهرا. ولحسن الحظ فإن جلسة مجلس حقوق الإنسان في دورة شهر أكتوبر الماضي مدد المجلس ولاية بعثة تقصي الحقائق حتى شتنبر 2021، وبناء عليه ستقدم بعثة تقصي الحقائق تقريرها إلى المجلس في الدورة 48 في شتنبر 2021. عامل آخر دفع في اتجاه تأجيل الجداول الزمني لتقارير بعثة تقصي الحقائق وهو التأخير في تعيين الأمانة العامة لدعم عملنا، وهو التأخير الذي كان بسبب أزمة السيولة في الميزانية العادية للأمم المتحدة. ونتمنى أن تكون الأمانة العامة في مكانها في أوائل العام المقبل حتى نتمكن من بدء تحقيقاتنا على الميدان. أخيرا، تظل احتمالات سفرنا نحن وموظفي الأمانة العامة إلى ليبيا والبلدان المجاورة للاجتماع مباشرة مع المحاورين الرئيسيين بما فيهم الضحايا والشهود غير مؤكدة، مع مراعاة الوضع الأمني وقيود فيروس كورونا المستجد. نحن نأمل أن نقوم في عام 2021 ببعثات إلى طرابلس وبنغازي والجنوب وكذلك إلى باليرمو والنيجر. وفي هذا الصدد يسعدنا الإشارة إلى أننا تلقينا تطمينات بأن الحكومة الليبية مستعدة لتقديم تعاون كامل، بما في ذلك استقبال بعثة تقصي الحقائق في طرابلس والمناطق الأخرى الخاضعة لسيطرتها. نحن نعتمد على تعاون أصحاب المصلحة الآخرين ولا سيما القوات المسلحة العربية الليبية للوصول إلى كامل أراضي ليبيا على أقصى حد ممكن. وفي هذا الصدد فإننا ندعو الحاضرين اليوم إلى تقديم الدعم لضمان تزويد بعثة تقصي الحقائق بكافة الموارد المالية وغيرها من الموارد المطلوبة. إن أي قصور في تخصيص الموارد اللازمة لبعثة تقصي الحقائق سيقوض قدراتنا على أداء مهامنا والقدرة على تلبية توقعات المجتمع الدولي في هذا المنعطف الحاسم بالنسبة لليبيا. من خلال إنشاء بعثة تقصي الحقائق أرسل المجتمع الدولي إشارة مهمة إلى عدد لا يحصى من الضحايا في ليبيا، مفادها أن محنتهم لن تنسى وأنه يقف وراءهم سعيا لتحقيق العدالة والمساءلة، وعليه لا يمكننا أن نخذلهم. السيد رئيس، السيدات والسادة، ونحن نضع هؤلاء الضحايا والشعب الليبي في الحسبان، فإننا نود التأكيد لكم على التزامنا العميق بتنفيذ هذا التفويض الهام من خلال التمسك بأعلى مستويات معايير الحياد والاستقلالية والموضوعية والنزاهة الأخلاقية بأفضل ما لدينا من قدرات. واليوم نحن نخاطب البرلمان الأوروبي. هناك بعض المؤشرات على أن آفاق السلام والاستقرار للشعب الليبي قد تكون في متناول اليد بشكل متزايد. لقد أخبر المجتمع الدولي
لقد أخبر الشعب الليبي المجتمع الدولي منذ فترة طويلة أن السلم والأمن على المدى الطويل في ليبيا لا يمكن أن يتحقق إلا عندما يكون هناك نهاية للإفلات من العقاب، وعندما تكون هناك عدالة للجرائم المرتكبة والأضرار الجسيمة التي عانوا منها. الهدف الأساسي لهذه البعثة هو مساعدة ومرافقة ودعم الشعب الليبي في كفاحه من أجل الحقيقة والعدالة والمساءلة. إن إنهاء الإفلات من العقاب وضمان المساءلة كجزء لا يتجزأ من الجهود المبذولة لإحلال سلام دائم في ليبيا هما الهدفان اللذان نعمل على تحقيقهما في نهاية المطاف بأداء عملنا بما يتماشى مع القرار المنشئ للولاية. نأمل أن تؤدي جهودنا إلى نتائج ملموسة للمساءلة وكذلك تحسينات ملموسة في مجال حقوق الإنسان في ليبيا في نهاية المطاف نحو مستقبل سلمي للشعب في ليبيا. شكرا سيد الرئيس. Grazie Presidente per le sue parole, per il suo impegno. Merci, Monsieur le Président, pour vos propos, pour votre engagement qui vient de loin, qui regarde vers l'avenir et qui nous a également donné des signes d'espoir. Merci vraiment pour vos propos et votre engagement. Maintenant, je voudrais poser quelques questions au professeur Beyani qui concerne un petit peu la manière d'aller de l'avant et quelle perspective il peut y avoir. Il est professeur associé de droit international auprès de la London School of Economics, grand connaisseur des processus de paix et membre de la mission. Et je lui pose ces questions. Monsieur Beyani, étant donné la situation des droits de l'homme en Libye, avez-vous déjà une idée de la manière de laquelle menez vos enquêtes? Thank you very much, Honorable Chair. Merci. Merci, c'est vraiment un plaisir que d'être invité à prendre la parole ici. Nous avons été amenés à faire ce travail dans le contexte de la violation des droits humains et des violations aux droits de l'homme en Libye. Aujourd'hui, nous avons été guidés par la résolution qui nous confère le mandat donc de mener les enquêtes en Libye. Nous savons que la portée de ces enquêtes est très étendue, mais nous savons aussi que l'enquête doit être menée dans le contexte des recherches et des vérifications sur les violations du droit international humanitaire. Donc, en ce qui concerne un petit peu les différents aspects, donc l'impartialité et l'équité sont certainement ceux qui nous inspirent, mais il est vrai aussi que depuis que nous avons été nommés, et désignés, nous avons été entravés par le fait que les ressources ont été bloquées. Donc, nous avons un secrétariat qui est en train de travailler avec nous. Nous allons commencer à travailler dès que le secrétariat assumera ses pleines fonctions, probablement au mois de février. Nous avons identifié toute une série de thèmes et de problèmes que le modérateur a déjà mentionnés au cours de son discours d'allocution, les détentions, les personnes qui ont disparu, la violence de genre, des questions telles que les droits des migrants ou les violations aux droits des migrants et également ceux qui ont été victimes de trafic, ceux qui sont demandeurs d'asile, le problème du refoulement des migrants à partir de la Méditerranée pour les faire entrer en Libye. Eh bien, tout ceci semble indiquer que la Libye pourrait ne plus être un port d'embarquement. Nous contrôlons bien sûr également l'implication de pays tiers ou de parties
tierce, car nous avons la possibilité de consulter la Ligue arabe, l'Union africaine, et donc nous sommes en train de bâtir un contexte par rapport donc aux responsables pour essayer de comprendre où les évidences nous mènent, essayer d'identifier les responsables justement, et nous avons certainement adopté une approche centrée sur les droits des victimes également. Pour ce qui est des violations qu'elles ont subies, il y a aussi d'autres aspects tels que, par exemple, le flux illicite d'argent en Libye, qui a l'objectif de financer le conflit, le problème des armes en Libye, c'est-à-dire qu'il faudra identifier les réseaux qui permettent ces trafics et en ce qui concerne aussi, par exemple, la contrebande, là, ce sont des activités qui sont liées entre elles. Il y a des réseaux entiers qui permettent ces opérations. Voilà quel est un petit peu le contexte de ce que nous sommes en train de construire. Les méthodes d'enquête spécifiques vont inclure donc évidemment des enquêtes sur place. Donc il faudra voyager, se rendre en Libye dès que la situation le permettra et dès que le budget aussi nous le permettra, bien sûr. Ces visites seront faites aussi du côté tunisien, de la part de la Tunisie, lorsque cela sera permis. Il s'agit donc de couvrir tout le pays, l'Est, l'Ouest, Benghazi, Tripoli. Tout ceci va dépendre du niveau de coopération dont nous avons eu des garanties et des assurances. Il y a toutefois des parties des parties du pays qui sont sous le contrôle du gouvernement et la collaboration du gouvernement sera nécessaire. Merci, professeur. Je me demande comment pensez-vous atteindre la Libye, voyager en Libye, essayer de comprendre où ces violations se sont passées dans cette situation de pandémie qui fait en sorte que les déplacements sont plus difficiles, ainsi que les problèmes de sécurité. Vous avez déjà en partie répondu, mais par rapport à la pandémie, comment pouvez-vous réussir à garantir la santé personnelle en le conjuguant, à l'engagement que vous menez? Je crois que nous allons devoir évaluer la manière de laquelle la situation Covid va se dénouer. Nous sommes actuellement conscients du fait que nous risquons de subir une quarantaine pendant environ 7-10 jours. L'ambassadeur Nasser pourra peut-être le confirmer, ce qui signifie que au cours de ces journées, il ne sera pas possible de travailler, mais en même temps, nous essayons de nous adonner également à établir des enquêtes à distance en utilisant les satellites, les images venant des satellites et en particulier la collaboration de la société civile qui peut également donner des témoignages clairs et crédibles. Je crois aussi que beaucoup de droits humains pour beaucoup de droits, on commence à pouvoir avoir accès à des plateformes qui nous aident à en venir aux évidences qui vont ensuite donner lieu à l'identification des responsables et des coupables. Donc, c'est vrai que la situation de la COVID est pénalisante, mais il y a d'autres méthodes à utiliser. Il y en a qui sont à l'étude et il y en a que nous mettons déjà en pratique. Une dernière question. Comment pouvez-vous donc dialoguer avec la société civile organisée, les organisations, les associations qui sont présentes dans plusieurs parties du pays? Avez-vous déjà commencé donc à dialoguer avec la société civile? Y a-t-il des perspectives ou quels sont les parcours auxquels vous pensez pour impliquer la société civile dans la recherche de la justice? Nous avons déjà atteint
La société civile, nous avons dialogué avec la société civile au cours de nos rencontres principales. Nous avons contacté un certain nombre de représentants de la société civile libyenne, mais aussi ceux qui sont en dehors de la Libye et qui sont bien informés en ce qui concerne les faits. Évidemment, nous ne pouvons pas citer les noms, nous devons de protéger nos témoins, mais nous avons parlé avec des représentants de la société civile en Libye, par le biais aussi de partenaires qui se trouvent en Libye et qui ont pu organiser ces rencontres. Au fur et à mesure que nous parlons ici, vendredi prochain, on aura une autre rencontre avec les représentants de la société civile. Nous donnons une grande importance à la société civile. Nous avons mené tout un travail en Libye, même avec ceux qui sont en faveur de la FFM, de la mission de vérification, d'établissement des faits. Nous les avons considérés comme des partenaires avec lesquels collaborer. Le problème principal, je crois, est celui de l'information. Comment obtenir les informations par rapport à ce que nous avons fait jusqu'à maintenant au cours de nos colloques. Je crois que c'est un sujet duquel il faudra discuter car il s'agit pour nous de quelque chose de stratégique. Merci de votre réponse. Malheureusement, actuellement, il est très difficile à cette époque de fake news obtenir des informations clarifiables. Donc, vraiment un grand merci pour votre engagement. Et maintenant, je voudrais donner la parole à M. Nasser Faraj Al-Ghita, conseiller senior pour les droits de l'homme au ministère de la Justice de Libye. Nous nous attendons vraiment à des signaux d'espoir et à comprendre vraiment ce qui est en train de se passer en Libye et comment se présente cette tentative d'en arriver à la paix dans votre pays. No. Can you hear me now? Hello, everyone. Well, let me thank organizers. First of all, let me. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs pour m'avoir invité à participer à ce briefing vraiment très important. C'est un honneur pour moi aujourd'hui que de prendre la parole au Parlement européen, une institution qui représente la démocratie et les droits de l'homme. Comme je vous le disais déjà, je voudrais faire en sorte aussi que soient remerciés les participants et tous ceux qui ont fait en sorte que cette réunion puisse avoir lieu. Le régime de Kadhafi a certainement gouverné avec un point de fer dans la dictature absolue et donc les droits civils ont été limités. Il n'est pas été permis aux partis de participer avec leurs activités dans le cadre de la vie civile et tels que des vrais citoyens. Après la révolution du 17 février, il y a eu vraiment un grand espoir, l'espoir d'une nouvelle ère qui puisse s'ouvrir avec un véritable tournant par rapport aux anciennes pratiques et aux violations. Donc, ça a été vraiment un rêve pour beaucoup de Libyens que celui qui est devenu vrai pour élire, donc quand on a élu les membres du Parlement qui représentent le peuple libyen. Plus tard, cependant, la situation a changé. Il y a eu des actions de la part de différents groupes qui se sont montrés violents, qui ont essayé d'imposer leur programme, ceci surtout en 2015. À partir de ce moment-là, les graves violations des droits de l'homme ont été commises. Et de cette manière, il y en a beaucoup qui ont disparu.
eu, il y a eu des victimes, des gens qui ont été tués, et des violations se sont produites du droit humanitaire international. La situation s'est par la suite aggravée avec l'attaque à Tripoli en 2019, lorsque les forces ont essayé de prendre la capitale. C'est un conflit qui a duré plus d'1 an, où la population civile a été attaquée. Nous avons eu beaucoup de blessés, beaucoup de morts, et il y a eu des attaques aussi aux différentes installations, aussi par rapport aux migrants. Il y a eu donc un grand nombre de victimes dans l'attentat dont tout le monde se souvient. L'expulsion des milices de Taruma au début de cette année a dévoilé une situation très triste avec des fosses communes qui ont été découvertes. Nous avons trouvé plus de 200 corps enterrés, des corps de personnes tuées par ceux qui étaient tout à fait hors de contrôle. Il n'y avait aucun contrôle. Donc la situation de violation des droits humains et internationaux veut atteindre l'objectif d'un système légal, national et international. Affronter ces violations, trouver des responsables pour qu'ils payent pour ce qu'ils ont commis. À mon avis, le secteur national ne peut pas opérer dans le vide absolu. Il doit être soutenu par toutes les institutions. Il doit être soutenu par les forces de sécurité interne qui paraissent faibles et divisées aujourd'hui. Donc malheureusement, le monopole des armes règne. Parfois, l'armée paraît plus forte par rapport aux institutions de l'État, ou plutôt ces milices. Donc, certainement, des actions ont été menées contre les personnes responsables de ces crimes, mais ces criminels n'ont jamais été amenés devant la justice, au moins jusqu'à aujourd'hui. Malheureusement, il y a d'énormes problèmes politiques. Une partie du gouvernement, il y a une partie de gouvernement qui existe, et puis nous avons un gouvernement reconnu par la communauté internationale. Donc il est difficile de mettre en pratique et d'appliquer un ordre judiciaire selon que l'on habite à l'est ou à l'ouest. Il en est de même aussi pour tout ce qui relève de la justice internationale, du droit international, à partir de la situation en Libye, et notamment en ce qui concerne le tribunal, la Cour pénale internationale, surtout au début des enquêtes en Libye. Des arrestations ont été faites, mais il n'y a pas eu de véritables applications du droit. Même chose pour les différents points faibles des différents mécanismes au niveau national et international qui constituent une preuve claire du fait qu'il est très difficile d'affronter donc ces violations des droits en Libye. Il y a encore un autre facteur qui a aggravé ultérieurement la situation, donc à savoir la situation de l'assistance qui a donné lieu là aussi à des divisions en Libye. Voilà donc pourquoi j'estime et je crois que mener à terme ce travail sur les divisions, voilà ce qui constitue un facteur clé pour bloquer des violations ultérieures des droits de l'homme. J'espère pouvoir établir un gouvernement d'unité nationale et j'espère que c'est là la démarche principale pour pouvoir résoudre le problème de la violation des droits. Nous demandons à toutes les institutions de faire attention à toutes les violations
des droits de l'homme. Ce dont nous avons besoin au niveau de la communauté internationale, à mon avis, c'est un appui au dialogue qui est en cours actuellement à Tunis pour mettre fin aux divisions et instituer un gouvernement unique. Cela pourrait permettre donc d'obtenir une sécurité interne qui sera renforcée et cela renforcerait également toutes les institutions nationales en Libye qui sont actuellement responsables pour la protection des droits humains et qui sont proches de toutes les victimes. Nous croyons que ce pouvoir judiciaire doit pouvoir affronter tout ce qui est lié aux violations des droits en Libye. Au niveau du ministère de la Justice, nous avons choisi une approche. Nous croyons qu'affronter le thème des violations, les violations passées ou les violations actuelles, est quelque chose qui doit être pris et vu globalement dans le cadre d'un processus de transition, car la Libye, à partir de 2011, a connu une période de transition. C'était un pays où régnait la dictature, tellement de violations se sont accumulées aussi par le passé et chaque système traditionnel, national et judiciaire ne peut pas affronter tout ce qui s'est accumulé. Voilà pourquoi nous avons besoin d'un processus de transition au niveau de la justice qui essaiera non seulement d'identifier les responsables qui ont violé les droits humains, mais qui pourra contribuer à établir les faits, établir la vérité et faire en sorte que de telles horreurs ne doivent plus se produire. Au cours du dialogue qui, justement, donc, est en cours actuellement, nous savons que il y a la cause la plus noble, c'est-à-dire celle de amener à nouveau la paix en Libye. Voilà qu'il y a quelque chose de juste, le cessez-le-feu aujourd'hui est positif. Cela voudra dire qu'il n'y aura plus d'attaques, qu'il n'y aura plus de victimes, ce qui est déjà un pas très positif. Le prochain est celui d'apporter la paix à la Libye et ceci par le biais donc d'un gouvernement uni. Arrivé à la conclusion de la période de transition qui a commencé en 2011 en Libye, en permettant donc au peuple de voter un référendum. Voilà, cela pourra donc répondre aux exigences de la population, le fait qu'il puisse y avoir des élections selon donc les institutions. Pour ce qui est du processus de paix en Libye, cela ne devrait pas vouloir dire que les crimes de guerre devraient rester impunis et ne devraient pas jouer un rôle en Libye à l'avenir. Nous croyons que le processus de paix doit être soutenu, qu'il faut rechercher les preuves des graves violations qui sont produites en Libye. Donc le ministère de la Justice, mais également le gouvernement national sont tout à fait favorables à la mission d'établissement des faits. Et le Conseil également a très bien répondu à la demande qui nous venait de la Commission, présidée par Son Excellence Monsieur Ouajar, qui est avec nous aujourd'hui. Et à ce moment-là, nous, le ministère de la Justice, et en tant que ministère de la Justice, nous avons donc soutenu et nous avons donné notre support à cette commission. Nous avons pleinement collaboré lorsque des visites en Libye ont été effectuées. Bien sûr, il s'agit d'établir également ce qui a pu se produire en Libye en ce qui concerne la violation des droits humains et aussi en ce qui concerne la violation du droit humanitaire. Il est important que les
procédure judiciaire amène devant la loi les responsables de ces violations. Il faut lutter contre l'impunité en Libye. Ceci est très important pour la paix, mais aussi pour la protection des droits de l'homme à l'avenir. Merci de votre attention. Merci vraiment pour votre passion, votre engagement et ce que vous êtes en train de faire. Donc des lumières et des ombres, comme on disait tout à l'heure. Votre engagement est énorme et de notre côté, nous ne pouvons que donc prendre des engagements à notre tour. Nous serons là à vos côtés. Nous serons en mesure de vous donner notre contribution, notre apport, même économique, parce que nous savons très bien qu'un apport économique est également indispensable pour faire en sorte que l'on puisse faire des pas en avant. Maintenant, je voudrais donner la parole à un grand expert de ces matières. C'est sa passion, mais aussi sa capacité de donner des réponses aux problèmes desquels nous parlons. Il est également cofondateur de Uprise. C'est un collègue, quelque part. Merci. Merci à tous les membres du panel. C'est un plaisir d'être avec vous. Je voudrais brièvement donc discuter avec vous des violations donc des droits humains en Libye. Nous croyons que tout ceci contribue à l'instabilité de la Libye, également en ce qui concerne donc les différentes implications dans les cas de violation des droits humains. Il faut enquêter très soigneusement sur tout ceci. Je voudrais me concentrer sur les accusations principales et les hypothèses de violation des droits qui ont été soulevées par les Nations Unies, mais également par d'autres organismes. Nous nous attendons à une pleine implication. Alors d'abord, la violation de l'embargo des armements. Vous savez qu'il y a eu un panel d'experts qui a fait en sorte qu'un certain nombre de pays, donc avec un certain nombre de pays qui violent cet embargo tous les jours. C'est une véritable donc violation de la recommandation des Nations Unies et également et c'est surtout l'article 25 qui est violé. En tout cas, pour ce qui est du support militaire, ces pays sont en train de fournir leur soutien aux pays impliqués et nous avons donc différentes typologies de responsabilités. Cela nous ramène à l'article 1 de la Convention de Genève qui oblige les États à s'abstenir du fait d'assister les parties en conflit et en violant ainsi toutes les dispositions et les normes. En ce qui concerne le support logistique militaire aux parties impliquées dans le conflit, cela peut impliquer aussi des crimes internationaux et un certain niveau de responsabilité individuelle. La responsabilité individuelle pour les crimes internationaux est quelque chose de très important qu'il faut toujours souligner. La ICC a déjà une juridiction en ce qui concerne les crimes internationaux. Le soutien militaire qui contribue à tous ces crimes peut être qualifié comme une forme de complicité en ces crimes. Et je voudrais dire aussi que ces préoccupations ont elles aussi été exprimées par la Commission pour le Yémen, en particulier pour l'assistance et l'aide militaire en ce qui concerne l'aide fournie aux différentes parties impliquées dans le conflit. Je passe au deuxième point qui
qui est une allégation de la part d'un certain nombre d'organismes des Nations Unies. Et donc là, il s'agit des attaques aériennes. Alors, un panel d'experts a souligné le fait que ces attaques aériennes ont donné lieu au meurtre de beaucoup de civils. Ce sont des accusations déstabilisantes car actuellement on n'a pas la possibilité donc de définir clairement la responsabilité de ces attaques. Il n'y a pas de paternité reconnue de ces attaques, mais il faut évaluer la responsabilité et ceci est d'une très grande importance étant donné que ces attaques peuvent être qualifiées comme étant disproportionnées, comme nous l'avons déjà vu. Cela a causé des victimes chez la population civile et donc ils sont qualifiés comme des crimes. Je voudrais passer maintenant au troisième aspect qui a été récemment souligné, à savoir le fait qui concerne donc les groupes mercenaires en Libye. C'est un point mentionné par le secrétaire général des Nations Unies, mais également par un panel d'experts. Et récemment, le groupe de travail des Nations Unies qui s'est penché sur ce problème. Nous savons que la Turquie et la Russie sont en train d'utiliser des groupes de mercenaires. Et surtout le groupe Wagner, qui est un groupe de mercenaires qui a été donc utilisé par la NLA et a été impliqué en violation des droits humains à Tripoli et surtout dans des zones civiles. Et donc la connexion qui existe entre ces groupes est quelque chose de vraiment très important. L'utilisation de groupes mercenaires est une violation flagrante de l'embargo à l'utilisation des armes, mais il a été établi toutefois que l'État a un contrôle efficace sur ces groupes de mercenaires et ils auraient donc également une responsabilité. Je voudrais dire aussi qu'il est impossible de conclure que les droits humains et les obligations puissent s'appliquer également à des zones hors de la Libye. En considérant tous ces faits, je dois dire qu'il faut penser aussi aux violations contre les migrants et j'ai déjà entendu les membres de la commission d'établissement des faits qui ont exposé les faits dont ils sont venus à connaissance. Nous avons eu des déclarations de la part des différents pays. Nous avons vu qu'il y a eu un soutien, une aide à ces violations et surtout, il y a une violation très claire des standards des droits de l'homme. Les crimes commis contre les migrants doivent probablement être considérés comme des crimes de guerre. Nous savons que tout cela a donné lieu à de graves conséquences aussi au niveau du flux des migrants. Au mois de juillet 2019, cela a donné lieu au meurtre de 53 civils qui étaient à leur tour des migrants. Il est important donc de souligner ce contexte. Les États qui continuent à commettre des actions de ce genre font en sorte que l'on identifie leurs responsabilités conformément aux différents articles prévus à la norme, prévus par les normes. Donc, par cela, je termine. J'espère ne pas trop être entré dans les aspects techniques. Telle n'était pas mon intention, mais je veux souligner la manière de laquelle l'implication de l'État en Libye est étroitement liée au conflit, tout comme aux violations des droits qui se vérifient dans un tel contexte. Et n'importe quelle tentative de
enquêter doit inclure une évaluation très étendue de tous ces aspects-là. Négliger tous ces aspects peut donner lieu à une violation des droits des victimes et à de graves violations des droits humains et pourrait mettre à mal la vérification des responsabilités. Il a déjà été dit tout à l'heure que la mission d'établissement des faits et son mandat ont à voir également avec ces aspects et j'espère que cela va également inclure d'autres enquêtes, d'autres vérifications, d'autres établissements de faits. Certainement, personne ne peut être laissé seul. L'Europe doit coopérer avec la mission d'établissement des faits en Libye en s'occupant de promotion de la paix pour en arriver à la fin de l'impunité et en vérifiant toutes les responsabilités. Merci. Merci beaucoup. Et merci beaucoup aussi pour avoir rappelé le fait que, évidemment, il est toujours difficile d'affronter non seulement les crimes de guerre, mais aussi la présence de mercenaires en Libye. Bien sûr, si on n'arrive pas à les éloigner, leur enlever les armes et identifier leurs responsabilités, eh bien, cela devient très difficile de faire les pas en avant que bien sûr, nous voulons faire. Je voulais simplement nous rappeler à moi-même et à vous que l'Union européenne, cela signifie unie dans la diversité. Et donc, je crois que pour la Libye, notre souhait, justement, d'avoir un pays, enfin, qui soit uni dans les diversités et uni dans la paix. C'est une tâche extrêmement difficile, bien sûr. Et je laisse maintenant la parole à la personne qui a organisé cette rencontre avec d'autres collaborateurs. Je remercie les interprètes aussi. Nous avons donc Monsieur Nicolò Figatalamanca, secrétaire général de Il n'y a pas de paix sans justice. Voilà, donc secrétaire général d'une association à laquelle je crois énormément. À mon tour, j'étais inscrit à cette association. Il n'y a pas de paix sans justice. No peace without justice. À toi pour tes remarques et merci encore pour ce que tu as réussi à créer au sein de ton association et également pour nous aujourd'hui. Merci, Président. En réalité, heureusement, chacun des intervenants et des rapporteurs a pu donc tirer des conclusions au cours de son intervention. Cela a rendu mon travail plus facile. Donc, je commence par remercier M. Pisapia qui nous a convoqués, accueillis en cette session et dans son rôle de rapporteur pour la Libye, le Parlement européen. Le fait qu'il y ait donc un rapporteur permanent, un standing rapporteur pour le Parlement européen, au Parlement européen est quelque chose de très significatif, car il joue un rôle de liaison et de lien entre toutes les commissions et parmi toutes les commissions qui doivent s'occuper de Libye, la sous-commission droits de l'homme, la commission pour les pays du Maghreb et enfin tous les lieux où la Libye est mentionnée dans ses différentes facettes, ses différents aspects et aussi tout ce que la Libye représente pour l'Europe. Je crois que ce qui est très évident, ce qui a été très évident au cours de cette session, c'est que si on ne voit la Libye que comme un pays de transit de migrants, alors c'est une Libye qui ne reflète pas la réalité du pays et surtout ne considérer la Libye que du point de vue de l'immigration est quelque chose de dangereux et nocif pour l'Europe et pour la Libye elle-même. Je crois que ce qui a sorti clairement aussi, c'est que le désastre
par rapport aux droits de l'homme en Libye et aux droits humains en Libye, aux droits des hommes et des femmes. Depuis 2014, notamment, c'est un désastre qui n'est pas tombé du ciel. Ce n'est pas une éruption volcanique. Ce n'est pas donc un effet du climat, mais c'est le résultat de choix précis de personnes, d'individus qui ont estimé que acquérir du pouvoir par le biais de la violence est plus facile que de plutôt donc gagner le pouvoir avec le travail, de construire un pays en paix. Les violences faites en Libye sont des violences faites dans l'objectif d'acquérir du pouvoir et à chaque fois donc que nous, que quelque part nous soutenons ces tentatives d'acquérir le pouvoir, eh bien, en fait, on récompense la violence comme méthode légitime de prise du pouvoir. Donc, je crois que le message qui vient de tous nos rapporteurs est le fait que le cycle violence-impunité est un cycle qui doit être brisé, qui peut être brisé tout d'abord par le fait de nier toute légitimité à ceux qui veulent acquérir le pouvoir par le biais de la violence contre les civils. Et même si toutes les parties de la société libyenne, dans leur diversité, dans son histoire, sa géographie complexe, de familles, de tribus et de villes, eh bien, ce qui peut unir une Libye pacifique, c'est une Libye dans laquelle on vit des fruits de la médiation et du compromis politique et on ne bénéficie pas des fruits de la violence. Dans ce sens, je me sens très encouragée par les propos de M. Nasser Faraj Al-Ghita et je suis très reconnaissant également aux membres de la mission d'établissement des faits pour leur témoignage et le témoignage qu'ils vont apporter avec eux pour donner voix aux aspirations de justice des victimes et aux aspirations de paix du pays entier. Nous appelons donc il n'y a pas de paix sans justice et c'est une triste constatation du fait que si on essaye de trouver la paix en donnant encore plus de force aux artisans de la violence, eh bien on ne fait que continuer le cycle de mort qui est celui auquel nous avons assisté en Libye au cours des 5 dernières années, en revenant donc à une situation qui était celle d'avant la révolution, la force des armes, la force de la violence, la force de la cruauté était ce qui légitimait pour le pouvoir. Eh bien voilà, je crois que ce que nous pouvons tous souhaiter, c'est que ce dialogue politique qui doit inclure tous les partenaires sociaux, toutes les forces vivantes de la société, y compris la société civile, que ce soit voilà donc un effort qui se tourne vers la paix. Je passe à l'anglais. Alors l'autre message important est que donc la réalité des responsabilités va au-delà de la Libye. Donc, il n'y a pas que les responsabilités politiques, non seulement la responsabilité politique, mais aussi les responsabilités de l'État pour les crimes commis dans le pays. Quand nous parlons de mercenaires, et le docteur Pizzuti a mentionné ces groupes, ce n'est pas des mercenaires qui se trouvent sur le libre marché. Lorsque nous parlons de l'aviation, des bombes, des bombardements aériens, il ne s'agit pas
de choses qui peuvent être achetées sur le libre marché, mais ce sont des actes commis par les forces armées de pays étrangers. Donc, il y a les responsabilités pénales individuelles pour ces acteurs étrangers qui délibérément ont poursuivi une politique d'atrocité afin de gagner du pouvoir et d'avoir davantage d'emprise sur le pays. Donc, des actes qui ont transformé le pays en un pays en guerre où nous devons vérifier les principales responsabilités. Si, de manière délibérée, nous écartons ceci et nous ne nous concentrons pas sur les mandants, c'est-à-dire ceux qui ont commissionné ces crimes, ceux qui ont ordonné ces violations, eh bien, c'est des personnes qui ont le pouvoir à l'étranger. Eh bien, si on ignore ces commanditaires, on ignore l'aspect fondamental de l'impunité par rapport à la violence. C'est quelque chose qu'il faut bien garder à l'esprit. Et lorsque nous parlons de victimes, nous devrions également dire où, en quelle mesure les équations qui ont donné lieu à ces calculs selon lesquels il est plus facile de prendre le pouvoir grâce aux atrocités. C'est des calculs qui ont été faits aussi à l'étranger. Et enfin, encore une leçon que j'ai pu apprendre à partir de tout ceci, c'est le rôle important joué par la société civile. Je crois que quelque chose a déjà été dit par notre président modérateur et aussi par le responsable du ministère de la Justice. La société civile est un interlocuteur important pour les enquêtes internationales et les missions d'établissement des faits. Monsieur Nasser a dit que la société civile joue un rôle fondamental pour ce qui est de poursuivre la justice et garantir la justice. Encore une fois, nous reproposons notre engagement à en faire davantage, être plus unis, être clairs par rapport à l'impunité en Libye et par rapport également aux réparations financières qui doivent être prises en considération, aux réparations générales qui doivent être prises en considération. Tout ceci a été dit par tous les intervenants. Je suis sûre ne pas avoir rendu justice à la complexité, à la richesse de nos panélistes, de nos intervenants de haut niveau et de leurs contributions, mais j'espère que au moins celui-ci puisse être le premier d'un grand nombre d'échanges dans ce contexte. Merci. Bye-bye.